Ça y est, nous voilà au Rallye du Maroc, notre premier rallye. Un peu d'appréhension, un peu d'excitation, un petit peu de fatigue, énormément de motivation, mais c'est le synonyme que ça y est, on y est et c'est bon, il faut l'accepter, il n'y a pas de problème. L'objectif, c'est le Dakar. C'est la saison 2025 et le titre de champion du monde. Quand Dacia se lance dans quelque chose, dans un projet tel que le projet de Rally Raid, c'est faire à fond avec les bons moyens et avec les pilotes et la technique qui, on verra, puissent gagner. On est déjà venu au Maroc pas mal de fois pour tester la voiture et on connaît ses performances. Mais c'est notre première compétition avec le Dacia Sandrider ici au Rallye du Maroc. C'est pas évident, mais ce serait incroyable de remporter cette première victoire ici avec Dacia. Il était allé dans un trou qui était quand même pas petit, on va dire. Donc ça fait un impact qu'on n'a pas dû, on essaye. Donc là, ça avait plié les triangles. Il est sorti de l'espèce de tranchée, il a continué à rouler, il a fait 5 km. Et une fois que les triangles sont un peu pliés, c'est plus fragile et ça finit par casser. Sébastien, il a pu rouler depuis le Dakar. Donc il fallait aussi, quand il remettait le pied sur le Maroc, qu'il puisse se recaler rapidement avec Fabien, se recaler aussi avec le rythme de la voiture. Tandis que Nasser, il a fait tout le championnat, donc c'est aussi, une habitude qui est différente, une arrivée qui est différente. J'ai un bon feeling avec la voiture sur la piste. La conduite est naturelle, elle est équilibrée, donc la suspension fonctionne correctement. On essaie différentes stratégies et on va voir, mais ça devrait aller. On ne s'attendait pas à gagner la première spéciale de notre premier rallye avec Dacia, donc ça a été très vite une émotion, beaucoup d'émotions, de fierté, d'accomplissement de tout le travail qu'on a fait ensemble. Et le lendemain, très vite, tu passes à la réalité. Les premiers problèmes techniques qui interviennent, les premières questions sportives. Donc ça se passe comme une montagne russe. Un jour on gagne, un jour on apprend, un jour on gagne, un jour on perd. Et puis on va voir ce qui se passe après. Alors le compresseur de clim a lâché ce matin. Donc on a appelé nos camions, on leur a dit on s'arrête sur la liaison, on change le compresseur de clim. On a à peu près une demi-heure de réparation pour pouvoir être capable de prendre le départ de la spéciale. Ils ont un gros travail là pour remplacer le compresseur, faire tourner le circuit et voir si ça marche. Si on peut continuer, ce sera parfait. Là, c'était clair, c'était un problème électrique quelconque. Mais on arrive dans une situation où tracer ce genre de problème pour l'équipage dans le spécial, c'est trop long, trop complexe. Donc on a pris la décision d'arrêter Christina pour préserver la voiture pour aujourd'hui et demain. Avec Christina, je ressens beaucoup de frustration. Et parce que, typiquement, hier, elle sort de la voiture, elle me dit « Tiffany, c'est frustrant parce que je me sens bien dans la voiture, je sens que mon niveau de perfo est là, et puis je tombe en panne, quoi. » Et donc, c'est de la frustration, et c'est une frustration qui est motivante. Parce qu'elle se sent bien, qu'elle a envie, qu'elle sait qu'elle a la capacité, et on sait tous qu'elle a la capacité. Après, ici, on va pas se mentir, c'est aussi nous. On aurait pu faire le choix de se dire, OK, on arrête là, on met les deux voitures au départ du Maroc et on en garde une parce qu'on ne sera pas capable d'avoir toutes les dernières spécifications. Non, on a fait le choix de venir avec Christina pour la traîner, pour nous aussi nous traîner, et avec une spec qui est un peu différente. Donc, elle a joué de malchance, mais on l'a poussée là. Moi, la chance, j'y crois pas trop, je pense qu'on le cherche, les choses. On ne peut pas toujours prédire l'issue d'un rallye. Mais en regardant les choses du côté positif, c'est bien qu'on apprenne comment réagir face à ces conditions. Notre but principal, c'est le Dakar. Et on apprend plein de choses sur la mécanique, les alarmes. Je préfère nettement qu'on ait ce genre de problème ici qu'au Dakar. Les bénéfices en termes de comportement de la voiture,
Ça arrive du fait que la voiture est très compacte, il n'y a pas beaucoup de poids en porte-à-faux. La voiture est très facile, très maniable. Sur les parties un peu plus cassantes, on passe relativement facilement. Les autres ont plus de mal à nous suivre. La contrepartie de tout ça, c'est que c'est très compact. Ça rend certains éléments de la voiture difficiles à travailler dessus. Donc ça fait un peu des horaires des mécanos chaque soir. Bon, tout le monde va être satisfait si on a un bon résultat demain. Mais il y a des choses où on peut bosser à l'avenir pour essayer de rendre la vie un peu plus facile. On s'est rendu compte qu'on perdait quand même vraiment beaucoup, même en travaillant bien tous les deux, en étant devant. Et qu'effectivement, à partir de la 4, 5, 6e place derrière, c'était bien plus facile, en tout cas bien plus rapide. Et donc là, on serait, en fonction de l'expérience d'hier, vraiment en bonne position. Hier soir, dans le camion, c'était très intéressant parce que chacun a donné ses petits conseils aux autres pour que ça aille dans le bon sens. Et ils commencent déjà à avoir toujours un temps d'avance sur le Dakar. Par exemple, de dire, bon, ouvrir la route, ça fonctionne. Mais pour ça, il faut qu'on y aille à deux. Donc, ils commencent déjà à se poser, sans que nous, on parle, leur propre stratégie. Donc, c'est assez intéressant, ouais. La stratégie de l'équipe marche très bien. Plein de gens expérimentés sont satisfaits de la voiture et avec Edouard, ça se passe très bien. On a remporté 2 étapes, Seb et moi, et on est en tête du rallye du Maroc. Ça alimente les discussions au bivouac, mais ça ne me gêne pas. Quand on arrive et tout de suite on est dans le coup avec une nouvelle voiture, oui, ça fait un petit peu peur aux autres. Ce qui est acquis est acquis. Les autres qui n'ont pas eu le résultat encore, ils ont un peu de boulot. Les techniciens ont fait un travail tellement énorme. Ils ont tellement travaillé pour que les 3 voitures soient là. Nos 3 voitures sont là. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Donc les 3 voitures sont là, les 3 voitures performent. Donc bien sûr que la mission est accomplie. Est-ce que pour autant on est prêt pour le Dakar? Non. La voiture a montré qu'elle était fiable, performante. Donc maintenant, c'est à nous de faire le dernier morceau, mais... Il y a bonjour. Un petit peu quand même. Enfin, on a un rallye, on a le premier podium pour Dacia, potentiellement la première victoire. Puis évidemment, le championnat du monde. Donc, oui, il y a de l'enjeu, ouais. C'était un très gros pari, hein. Très gros pari de la part de Nasser, de venir sur son dernier rallye où il joue le titre avec une nouvelle voiture. Et pour nous aussi, c'est un pari. Donc c'est un pari qu'on prend ensemble, mais en même temps, quand on fait du sport, on sait qu'il y a une part de risque, il y a une part d'échec, et on est prêt à le jouer et on est prêt à l'assumer. Mais c'est sûr que ouais, ça met un peu de pression quand même. Et juste là, on a fait du bon boulot, mais rien n'est acquis avant qu'on arrive sur la ligne d'arrivée. Je m'appelle Phil Denvin, j'ai 66 ans et je suis directeur technique pour Dacia pour ce projet de Rally Raid. Et là, je supervise toute la partie technique du programme. La modélisation en 3D, ça permet de visualiser toute la voiture. Donc, ça permet de placer tous les éléments dans la voiture, savoir qu'il y a assez de place. On peut faire des mouvements des trains pour être sûr que, dans tous les mouvements de la direction, les débattements, qu'il n'y a rien qui touche. Avec ça, on peut se rendre compte d'exactement comment la voiture va être en vrai, mais sans la contrainte d'avoir fabriqué des pièces encore. Le damper, là, il est à la bonne longueur? Oui. Good. Ok, parfait. On n'est pas tout à fait à partir d'une feuille blanche parce que ProDrive a déjà un historique avec une connaissance de leur domaine. Donc, on prend ça, on utilise toute la connaissance qu'on avait sur quelque chose qui existait et dans tous les domaines, on cible l'amélioration et on finit avec quelque chose qui
a un peu d'inspiration de l'ancien produit, mais c'est un produit qui est complètement neuf. Encore 2-3 jours avant de finir l'habitacle, c'est ça? Oui, dans ces eaux-là, sachant qu'il y a aussi l'isolant. Il est prêt, non? Normalement, il est déjà découpé. Ok, super. Et il y a la deuxième voiture. Parfait. Je m'appelle Alistair Gibson. Je suis mécanicien en chef ici chez ProDrive. J'ai 40 ans et je suis chez ProDrive depuis 15 ans. Notre équipe sur ce projet est structurée assez simplement. On a 4 mécaniciens par voiture, 2 ingénieurs, un ingénieur de rallye, un ingénieur bêta. On a aussi plusieurs spécialistes. Un électricien, un constructeur, un pompiste et d'autres responsables encore comme celui des pièces détachées, etc. Mon rôle couvre les 3 voitures. Je dois garantir que les 3 voitures soient construites suivant le cahier des charges des ingénieurs, qu'on sera prêt à temps et une fois en course, qu'on pourra être au meilleur niveau. Les clés dans le rallye raid, c'est d'éviter les problèmes et ça commence avec le montage de la voiture, avec le soin qui est mis dans l'assemblage et le rigueur de toujours faire l'assemblage de la même façon sur les 3 voitures. Donc, il y a une grande phase au début de tout noter, de tout écrire, créer tous les documents qui permettent d'assembler les voitures suivantes. C'est une voiture qui est tout au début du montage. Donc, on a le châssis tubulaire, qui est la structure principale de la voiture. Et là, on commence à monter tous les éléments de carrosserie, mais les carrosseries internes. La structure tubulaire, forcément, n'est pas fermée et on a besoin d'un habitacle qui est étanche. Donc, il y a toute une série d'éléments de pièces en carbone qu'on insère dans l'intérieur du châssis et on les assemble dans le châssis. Une fois qu'ils sont fixes dans le châssis, on a un truc hermétique pour l'intérieur. Ça, on peut le modifier. Oui, il faut l'améliorer. Le châssis est pas mal. Le carbone épouse bien la structure. On voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de vide. Ce sera facile de les combler. Ça, c'est un travail, on va dire, collaboratif entre ProDrive qui propose et côté Dacia, nous, on approuve ou non. Le fait que le constructeur soit impliqué apporte de nouveaux défis, de nouvelles attentes, mais on a l'habitude. Et ça ne nous empêche pas d'être à fond dans le projet pour remporter le trophée du Dakar. On en est où? Ça avance? Le châssis 1 est prêt pour les tests à Sweetlam. On avance bien. On est en train de voir si les suspensions et le soubassement en carbone s'intègrent bien. On dirait un peu un puzzle. C'est tout à fait ça. On a dû insérer le carbone dans le châssis acier. Ça s'est fait sans problème, morceau par morceau, conformément à ce que le design demandait. On aura un cockpit bien hermétique. Il y a peut-être 10% du montage qui est fait, mais en termes de boulot, c'est beaucoup plus que ça. La part du châssis tubulaire, ça c'est un boulot qui prend plusieurs semaines pour arriver à faire un châssis comme ça. D'ici, on peut voir le soubassement en place, le cockpit en carbone. Il faudra encore 600 à 700 heures de travail avant que la voiture ne soit complètement terminée. On n'y est pas encore. Non, pas tout à fait, mais on a encore un peu de temps avant les premiers tests. Je suis assez confiant, on devrait tenir les délais. On vient de terminer les premiers tests à Sweetlam. La prochaine phase sera à Château-Lastour dans un peu plus d'1 mois. Après ça, on se rendra au Maroc pour 3 tests longs qui mettront vraiment la voiture à l'épreuve, pour s'assurer qu'on pourra participer à la première course au Maroc en octobre. Je m'appelle Sébastien Loeb, je suis pilote Dacia. À partir de cette année, j'ai 50 ans. Je m'appelle Fabien Lurquin, j'ai 48 ans et je copilote Sébastien Loeb sur les 3 prochains Dakar et les 2 prochains championnats du monde. Je m'appelle Nasser Alatia, j'ai 53 ans et je suis pilote de rallye. Édouard Boulanger, 45 ans et copilote en rallye raid. C'est la première fois qu'on se retrouve, Nasser et moi, dans la voiture en conditions réelles. Et puis voilà, ici à Château-Lastour, c'est un peu la Mecque européenne des pistes de rallye raid. C'est un site qui est assez agressif, qui est connu depuis des années pour les essais rallye raid, parce que c'est un peu cassant, il y a de la pierre, il y a tout ça, et c'est pas très loin non plus, c'est en France. Pour ce qu'on a à faire, je pense que c'est pas mal.
On va faire un tour de piste, juste pour s'assurer que tout marche. Et si ça marche, reviens ici et on démarrera le premier test. C'est une piste qui fait que 6-7 km, donc on la répète tout le temps. Ce qui est plutôt bien pour faire du setup, parce que ça permet de comparer chaque passage sur la même bosse, etc. Si c'est mieux, si c'est moins bien, l'agilité de la voiture, etc. Donc globalement, c'est ce qu'on fait. On monte, on fait 3 tours, on redescend, on analyse le côté positif ou négatif du changement qu'on avait fait. On en fait un autre, on réessaye, c'est mieux, c'est moins bien, et puis on avance comme ça au fur et à mesure de la journée. Pas de problème en compression quand ça se baisse? Non, non, non. Non? Les freins, la direction, c'est tout bon. C'est assez précis? Oui, toujours précis et plus confortable. Après chaque roulage, Nasser il transfère les infos avec les sentiments qu'il y a avec la voiture. Nous, on check avec les données qu'on a appris dans le roulage. Et après, on fait un bilan pour savoir quelle direction prendre en termes de performance. Et c'est tout le temps en ce sens qu'on travaille. On va déjà commencer par abaisser l'arrière de la voiture de 10 mm. Pour voir. Voilà, pour voir si on baisse plus. On n'a aucun problème sérieux. Juste quelques alarmes qui se déclenchent. On retourne à l'atelier pour expliquer aux ingénieurs et aux mécaniciens. Ils réparent très vite et on retourne en piste pour quelques kilomètres. On peut avoir de nouvelles alarmes parce que c'est une voiture toute neuve. Franchement, il faut se mettre dans le contexte. C'est vraiment la toute première journée de roulage qu'on a ensemble. Et oui, certes, on a eu quelques petits arrêts, mais c'est vraiment rien du tout par rapport à ce qu'on pourrait avoir dans un contexte comme celui-ci. On n'a pas eu de problème physique sur le système. C'était une ligne de code à réécrire un peu mieux, tout simplement. Dans 6 mois, ça serait pas choquant d'avoir une journée comme aujourd'hui, sauf qu'on est, encore une fois, au tout premier roulage. Donc c'est vraiment une impression très positive, un feeling très positif qu'on a. Non, on a une bonne base. Plus d'alarme de... Non, il n'y a rien. En return du garage, là. On me dit pas rien. C'est le MGU100. C'est le MGU100. La première fois que je l'ai eu, c'était au 6e tour. Je devais faire 6 tours. On me dit retourne au garage. Je me suis dit, putain, c'est qu'on a fait une fois fait. Ça, c'est une révolution, ça. Faut nettoyer les pneus. Ok, oui. Avant et arrière. Prêt à y retourner? Oui, il faut qu'on voit pour la traction. Là, on a la chance que la voiture soit bien née, donc on n'a pas eu de problème mécanique jusque maintenant. Donc du coup, on est d'ores et déjà dans l'équilibre des suspensions entre train avant et train arrière. Trouver le bon compromis entre une voiture assez ferme quand on a des grosses compressions, des réceptions de saut, et puis à l'inverse, une voiture peut-être un peu plus souple quand ça devient bosselé. Donc même si on est tout à fait conscient qu'ici à Château-Lastour, ce n'est pas des conditions réelles par rapport à ce qu'on va retrouver dans le désert, ça nous donne quand même des bonnes indications. Et surtout, ça nous permet de tester comment réagit la voiture. Essaie d'accélérer tranquillement pour qu'on voit l'effet que ça a à vitesse moyenne. Ouais. Commençons par faire un seul changement pour isoler le problème. Un changement, 2 tours. Donc on laisse la suspension comme ça, à haute vitesse? Oui. Et on voit pour le confort? On verra après. Comment ça va aujourd'hui? Il y a quelque chose de moins confortable? Comment ça? Le siège par rapport à hier. Quand je serre le harnais, je suis un peu trop en arrière. T'es obligé de te redresser. Ouais, c'est ça. Ces 2 jours, pour nous, il y avait plein de sujets. D'abord, c'était les premiers jours de roulage de Nasser dans la voiture, donc il fallait quand même faire un petit peu de fitting, de position de pilotage dans la voiture. Donc la position, pour nous, on va peut-être y passer un jour complet. Mais tout simplement parce que c'est primordial. On passe 10-12 heures par jour dans la même position, donc il faut vraiment que ce soit à notre œil parfait, entre le confort et l'efficacité. Alan m'a donné une autre idée. On sort celui-là et on met l'autre au bon endroit. Ok. Et on met la deuxième tablette en face. Au moins voir avec les ergonomes. Ok. Les gens du design de Dacia. Les détails ergonomiques qui ont été pensés, honnêtement, on doit revoir certaines choses qui ne nous conviennent pas.
Tout simplement le dashboard, donc comment on appelle ça en français, merci, le tableau de bord. Le tableau de bord qui est trop haut, trop volumineux, trop proche de nous. Donc c'est vraiment un élément choquant dans la visibilité, ça nous bouffe de la visibilité. C'est beau, c'est esthétique, mais c'est pas fonctionnel. Je vous présente l'équipe du design. Vous allez venir avec moi dans la voiture. Voilà Nasser. Merci d'être venu. Merci d'avoir conçu ça si bien. Vraiment, c'est génial. Il y a seulement quelques détails à régler. Bien sûr. Pour la rendre facile à conduire pour moi. En gros, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une bonne visibilité devant nous. D'abord, il faut ajuster la position des sièges, que le pilote et moi puissions atteindre les commandes tout en ayant une meilleure visibilité. Pour l'instant, le problème principal est que le tableau de bord est trop imposant. D'accord. Tous ces éléments, on les a traités en virtuel, on les a traités en 3D. Maintenant, c'est l'épreuve de la vie réelle. Donc, il n'y a rien de tel qu'un test grandeur nature. Et là, on a le feeling direct des pilotes. Et on essaye de répondre au mieux à leurs attentes, puisque le but, c'est qu'ils gagnent, hein, qu'ils soient le plus à l'aise possible dans leur voiture. Ça leur amène de la performance, de la vitesse, du confort. Quand je dis confort, c'est qu'ils peuvent tenir toute une épreuve sans se fatiguer, sans être complètement à bout de nerfs. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire pour la performance, on le fait. Pour voir comment on peut encore optimiser au maximum au niveau du design. Il n'y a rien de tel que d'être dans les conditions réelles de roulage pour se mettre un peu à leur place sans aucune prétention, mais pour comprendre un petit peu leurs soucis en course. Allô? Hey. Bonjour. Le fait qu'ils soient là aujourd'hui en physique avec nous, ça permet d'échanger directement sur le point et éventuellement de s'asseoir dans la voiture, de comprendre ce qu'on est en train de demander. Et donc, grosso modo, le fait qu'ils soient présents, ça nous a fait gagner du temps, beaucoup de temps, à tous. Je m'appelle Tiffany Isner, j'ai 39 ans et puis je suis team principale de l'équipe de Dacia Sand Riders. On continue comme ça. Je suis vraiment contente de la famille Dacia. Je suis fière de vous et de votre engagement pour l'équipe. Être team principal, c'est principalement être manager de l'équipe, leader l'équipe. Il faut savoir qu'une équipe de rallye raid, c'est beaucoup de parties prenantes. Chacun a son niveau d'intervention. Et moi, c'est de prendre la hauteur, de dire, OK, vous avez tout ce qu'il vous faut pour travailler. Maintenant, comment on va aller à cet objectif-là? Comment on va réagir dans ce cas de situation? Et comment je peux vous aider à ce qu'il n'y ait pas de point de blocage et à libérer et à ce qu'on avance et un rouleau compresseur et se mettre en situation compliquée. Au Maroc, je vais les mettre en situation compliquée. Et ça, c'est mon secret. Ils ne le savent pas encore. En high speed, on est pareil à peu près. Ouais. Plus ou moins pareil, les autres trucs pareils. Nous, on est un peu plus ouvert, donc un peu plus souple en high speed devant. Ouais. Mais il a 2 steps de plus en ressort, quoi. Ouais. On a 3 duos différents parce qu'on a déjà 3 nationalités différentes et 3 cultures différentes. Christina et Pablo qui sont amis, Nasser et Edouard qui sont très professionnels et Sébastien et Fabien qui sont un mix des deux finalement. Christina, on lui donne confiance déjà en lui donnant du temps dans la voiture. C'est-à-dire qu'elle est là tout le temps. Même quand c'est Seb ou Nasser qui roule, elle est là. Je demande à ce qu'elle soit là à tous les débriefs. Dès que Sébastien sort de la voiture, qu'elle puisse être pas loin, qu'elle puisse écouter. Nasser aussi. Elle est dans l'équipe. On a bien conscience que ce sont 2 champions, ce sont les 2 plus grands champions en rallye aujourd'hui. On les a choisis pour ça. On connaît leur ego. On les a aussi choisis pour leur ego, parce que c'est leur ego qui conditionne leur performance. Donc à aucun moment, je vais essayer de changer ça. Maintenant, c'est de la communication, de la transparence. On va avoir un temps ensemble, on va mettre carte sur table en se disant, OK, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est se parler, et après, faites vos jeux. Assis. Hey, Dakar. OK. Non, assis. Je l'ai adopté en 2019, quand j'ai gagné le Dakar en Amérique du Sud. Du coup, il s'appelle Dakar.
J'ai débuté en 89 sur un rallye national. Je suis arrivé deuxième. J'ai travaillé dur la saison d'après et en 90, j'ai gagné une course importante au Moyen-Orient. Ça durait 24 heures. C'était dans le désert et c'était incroyable. À partir de ce moment-là, j'ai toujours cherché à me dépasser. J'ai rencontré Nasser en 2010 à Cordoue, sur le World Rally Car. On s'est retrouvés à la Coupe du Monde de foot au Qatar. Et maintenant, j'habite ici. J'adore le sport automobile. Tarek est mon meilleur ami. Je le connais depuis 2003. Et là, il m'aide pour la première fois. La toute première fois. Je suis plutôt un grand frère pour lui. On ne fait pas que plaisanter ensemble. On est aussi professionnel autant que possible. Nasser est très pro et on doit être à son niveau. Le meilleur thé. Regarde-moi cette couleur. Bienvenue à Dakar. Le secret, c'est le thé. Le thé avant le départ? Le thé avant le départ. Plein de thé. Avant de faire le Dakar, c'était mon rêve d'y participer et de gagner. Et le rêve s'est réalisé. J'ai remporté le Dakar 5 fois. Quand j'ai entendu qu'un nouveau constructeur allait participer, j'ai sauté sur l'occasion. J'aime vraiment beaucoup concourir avec un nouveau constructeur. J'ai gagné avec 3 écuries différentes. Et maintenant, je donne tout pour ce nouveau constructeur, pour amener Dacia dans le sport automobile. Nasser, il me ressemble. C'est un peu le roi du désert. Il est né là-dedans, il fait ça depuis des années. Donc c'est vrai qu'on est sur la piste forcément des rivaux directs. Après, tout notre intérêt, il est de mettre notre expérience à profit de l'équipe pour faire progresser au mieux l'équipe, la voiture, les stratégies de course, etc. Donc tout ce genre de choses, c'est quelque chose qui est partagé. Et puis en plus, je dirais que la relation globale, elle est bonne entre Nasser et moi. Donc on n'a rien à se cacher, sachant qu'en plus, on se croise pas forcément sur la piste, sauf s'il y en a un qui rattrape l'autre. Mais voilà, c'est chacun sa course. Donc on a tout intérêt à avoir le meilleur matériel possible. Et pour ça, la meilleure solution, c'est de travailler ensemble. Le sport, à part le karting et la gym. Bon, de toute façon, à part le sport, il n'y a pas grand-chose qui t'intéresse non plus, toi, en fait. Donc, faut bien se retrouver dans un truc qu'on aime tous les deux. Elle aime la gym, moi je fais de la gym une fois tous les 2 ans pour une vidéo, quoi. Donc c'est pas tout à fait pareil. Après moi, le sport auto, j'en fais tout le temps. Elle aime bien le kart, de temps en temps on passe dans le coin, on a la possibilité d'avoir des kartings ici et tout pour rouler. Donc elle aime bien ça, j'aime bien ça. Et donc ça, effectivement, ça nous fait une journée où on partage un truc. Quand il tourne, il va tout droit, tu rajoutes un peu de volant, puis t'espères. Le premier qui va être dans le gravier, c'est moi. Je suis moins souvent loin maintenant qu'à l'époque WRC où on partait sur les essais, les courses, etc. Maintenant, je fais un championnat du monde de rallye raid où il y a 5 courses. On fait le développement et tout ce qui va avec, donc ça fait des déplacements. Mais je dirais que je passe quand même beaucoup de temps à la maison aussi, plus qu'avant, et c'est ce que je voulais. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté le WRC et des championnats, d'autres championnats qui ont plus d'épreuves. Donc j'ai trouvé un équilibre qui me va bien, ça me permet de passer du temps quand même chez moi et aussi de continuer à vivre ma passion. Donc c'est un équilibre qui me va très bien. Après, il y a toujours, quand tu pars pour le Dakar, c'est un peu long. C'est 3 semaines ou 3 semaines et demie, je sais pas. 3 semaines. C'est impossible. Non, ça va. En fait, pour être efficace là-dessus, des fois, il faut peut-être passer par un point milieu un poil moins vite pour pouvoir accélérer plus franchement en sortie, pour gagner du temps. Mais sinon, ça va. Ça fait que 3 têtes à clos, non? Non, un peu plus. À la fin, j'en ai fait plus. Au début, ça allait, mais à la fin, j'arrivais plus à faire un tour.
l'Airfoot, c'est la base de test du rallye raid depuis 30 ou 40 ans. Parce que dans un rayon de 50-100 km autour d'ici, on a tout ce qu'on veut. Des dunes, du roulant, du cassant. Château-Lastour, il faut considérer ça comme du déverminage, point barre. On ne peut pas régler une voiture qui va faire du rallye raid à Château-Lastour, c'est pas assez représentatif. Donc à chaque fois qu'on doit tester les voitures dans les conditions réelles, on vient ici. Au moindre truc anormal, arrête-toi. Ok. Appelle sur la radio, on discute, et si tout va bien, tu continues. Ok. Le but est de ne pas prendre de risques. De risque, oui. Tu expliques ce qui se passe, et ensuite tu reprends. Ok. Là, on a fait des réglages de la voiture ce matin pour l'adapter à Christina et pour qu'elle apprenne jusqu'où on est arrivé en termes de réglage avec les autres pilotes. Donc là, maintenant, on va partir pour un run beaucoup plus long qui est représentatif d'une longueur d'une spéciale. Donc c'est une prochaine étape dans son apprentissage, on va dire, de l'environnement de la voiture et ce que ça fait de faire l'équivalent d'une spéciale. Je suis Pablo Moreno Huete, j'ai 34 ans et je suis copilote pour Dacia Sand Riders. 300 metros, waypoint, derecha 3, cap 37, 150 metros, detengo, derecha 3, cap 37, peligro 1, fuera pista de piedras. Ce matin, on a fait un parcours de 50 km 3 fois pour ajuster les suspensions et le confort de la voiture. Cet après-midi, on a fait un parcours de 271 km plus 2 liaisons de 20 km. Ça s'est très bien passé. On a fait quelques changements pour afficher les données qu'on voulait sur les écrans des ingénieurs et surtout la position des tablettes. Ils sont très à l'écoute et nous laissent choisir. Je suis très content. Le but du testing, c'est d'aller explorer les limites de la voiture. Et puis au-delà des limites, on va aussi d'abord et avant tout chercher de régler la voiture pour le désert. Ensuite, c'est fiabiliser et puis après voilà, c'est vérifier quels sont les éléments les plus critiques. Donc là, pour le coup, tu pars sur du 200, 300, 400 km. Et ça, c'est possible s'il y a un vrai setup de sécurité autour, donc c'est-à-dire médecin, hélico, voiture en cas de pépin. Utilise le GPS en priorité pour appeler. Mais si tu peux pas, appuie là-dessus. Pour appeler, c'est quoi? Le bleu. Le bleu. Ouais, le bleu. Ok, le bouton bleu. J'ai vérifié qu'on était opérationnel en ce qui concerne les moyens de sécurité et qu'ils pouvaient me contacter s'il leur arrive quelque chose. Donc on vérifiait le numéro sur lequel ils peuvent me joindre sur le téléphone satellite et le fait que le plus simple, c'est qu'ils me téléphonent par la voiture directement. Parce que le tracking est à l'intérieur de la voiture, s'ils appuient sur un bouton, ça permet de me contacter directement au niveau du camion. Pendant ces runs, je vérifie sur mes écrans, je suis en fait en quasi live la position de notre voiture. S'il faut intervenir, on a un hélicoptère avec un médecin à bord, urgentiste. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, sur la spéciale, l'hélicoptère survole la voiture, donc il est juste à côté. Mais en général, on fait en sorte qu'il n'y ait pas plus d'un quart d'heure, 20 minutes de temps entre l'hélicoptère est positionné et la position de la voiture. La visibilité est mauvaise ce matin. L'hélico ne peut pas décoller de Merzouga parce qu'ils ont les mêmes conditions. On espère que ça va s'améliorer d'ici 1 heure. Pour l'instant, on ne peut pas faire de grandes boucles parce qu'on n'a pas d'assistance médicale. On va faire quelques tours dans la zone d'essai à la place. On n'a fait que des petits parcours, à 10 km autour du camp, parce que l'hélico ne pouvait pas décoller dans la tempête de sable. La sécurité de l'équipe est la priorité. On a dû improviser rapidement, donc on cherche un moyen de pouvoir faire un peu plus de distance avec la voiture. Christina n'a pas eu encore l'opportunité de vraiment rouler. Chaque fois, elle est en fin de test pour des raisons calendaires, logistiques. Donc là, c'est vraiment sa première vraie séance d'essai. Dans 1 mois, elle est au départ du rallye de Maroc, il faut y être, quoi. Ok. Alors, l'étape du jour, longueur de l'étape, 452 km, 502 km en tout. Les problèmes majeurs sont la température du moteur et de l'habitacle.
En général, au Dakar, il fait toujours très chaud. On a testé les températures les plus élevées possibles au cours des 2 derniers tests. 45 degrés est la limite pour les rallyes en général. Mais là, on essaie de maximiser les capacités de la voiture. Donc, on est dans les bonnes conditions ici pour tester et améliorer. Il nous faut plus d'infos sur la température de la route, pour les ventilateurs. C'est clair. On a récupéré quelques données ce matin, mais ce n'est pas assez. Depuis ce matin, comme depuis 2 jours, il se passe qu'on roule quand même dans des conditions chaudes. Et donc, de ce fait, la voiture se met en défaut parce qu'elle tape des températures très hautes. Le radiateur se met en défaut, s'arrête, et donc la voiture se met en surchauffe. On a conduit sans la clim. Et je peux vous dire que j'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. Elle a réussi à faire 250 km en une journée, sans clim. C'était très dur. Certainement sur un Dakar, il y a des choses qui vont arriver. Donc ce qui est important d'apprendre, c'est comment maîtriser et gérer les trucs quand ça ne va pas. Parce qu'il y aura des choses qui vont pas sur un rallye qui est aussi long. Et on essaye de minimiser les risques dans ces situations-là. C'est pas évident de se concentrer dans ces conditions. Des alarmes se déclenchent, il faut y faire attention pour ne pas abîmer la voiture. Mais c'est une bonne occasion de s'entraîner. Tout peut arriver sur le Dakar. Et il faut savoir s'adapter si la clim tombe en panne. Et ta position dans le siège? Mon dos est moins soutenu, mais je me demande si c'est pas à cause du harnais. Il y a du jeu ici à l'arrière, mais mon dos bouge seulement à l'intérieur du harnais. Une voiture de course, ce n'est qu'un compromis. En termes d'ergonomie à l'intérieur, je pense qu'on est entre 95 et 100% de ce qu'on peut faire en termes d'optimisation. En termes de visibilité, pour Seb et pour moi, on est plus ou moins dans ces données-là aussi. À l'aise, oui, il fait trop chaud, par contre, parce que par rapport à notre problème général de température, il y a tout qui rayonne dans la voiture, même si on a une clim qui fonctionne plutôt bien. On a quand même des températures à l'intérieur de la voiture qui sont 10 degrés à peu près supérieures à l'extérieur. Le design joue un rôle. Après, il y a peut-être des moyens, en conservant le design visuel, d'optimiser ces choses. C'est le travail qui est en cours, mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire. C'est pas juste 2 trous dans la carrosserie, c'est un vrai travail. T'as confiance, toi, quand même? Ouais. Écoute, je te dirais ça quand la voiture, elle aura fait la première spéciale de Maroc, quoi. Ouais. Ouais, mais il faut déjà que tu aies quand même un petit capital de confiance avant de partir, quand même, parce que... Ça sert à rien que j'ai de la confiance. Je suis factuel, moi, tu vois. Oui. Parce que là, le problème, c'est que la voiture, elle avait 0 problème, et plus ça va, plus elle a de soucis. Pour être très honnête, on est un petit peu déçus du bilan du T2. On s'attendait à mieux, on voulait mieux. Mais voilà, faut pas non plus se leurrer. Et, pour une voiture qui a quelques mois d'existence, on est très bien. T3, en fait, c'est à 1 semaine du Rallye du Maroc. Le Rallye du Maroc, pour nous, c'est pas une phase de test. C'est Nasser et moi, on va défendre... on va essayer d'être champion du monde sur le Rallye du Maroc, donc on va pas être là pour la figuration. Donc on espère vraiment qu'à T3, on ait une voiture qui sera capable de nous aider à nous battre pour la victoire, quoi. Moi, c'est Cristina Gutiérrez. J'ai 32 ans et je suis pilote professionnel et dentiste. Oula, t'es tout rouge. Quand j'étais petite, je demandais tout le temps à mon père de me laisser conduire la moto de mon grand frère. C'est une passion qui est en moi depuis toujours et elle ne fait que grandir. Mon père m'a complètement soutenue dès le début. Au Dakar,
J'ai eu le déclic quand une course a été organisée dans ma petite ville de Burgos. C'était du karting. Et mon père m'a demandé « Chris, tu veux participer à la course avec les autres enfants ?» Il n'y avait que des garçons. Et ça m'a fait réfléchir. C'est important d'avoir des modèles dans le sport automobile et d'avoir plus de femmes en compétition. C'est comme ça que j'ai commencé. Voilà, dans le moteur. Il y avait toute la famille. On avait prévu d'échanger le pilote et le copilote à chaque course. Elle était pilote sur la première et moi copilote. Et on n'a jamais échangé. Pablo est d'abord mon ami. Il a commencé très jeune avec moi en tant que mécanicien-chef de ma voiture. Il a construit ma vieille voiture et on a traversé plein de bons et de mauvais moments ensemble. Il est toujours à mes côtés, à me soutenir dans cette carrière. Quand j'ai eu la possibilité de choisir mon copilote, j'ai pensé à lui parce qu'il est malin, très rapide, très intelligent. Je savais qu'il avait le potentiel pour être le meilleur copilote du monde. On l'a accompagné sur plusieurs rallyes pour l'épauler, lui donner des conseils. Elle aime le sport automobile, sa famille aussi d'ailleurs. Quand je l'ai vue en compétition en rallye tout-terrain et en rallye tout court, je me suis dit, cette fille est vraiment douée. Un jour, elle pourra concurrencer les hommes. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Toi aussi t'atterris comme ça? Non. C'est juste trop lourd ou quoi? Ils prennent un peu. C'est pas facile d'aider Sébastien Loeb et Nasser. Mais je leur donne des conseils coiffure. Plus sérieusement, ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont donné des conseils parce que je n'avais jamais piloté le T1+, ni dans un programme officiel. Alors ils m'ont aidé sur ma position de pilotage, le volant plus comme ça, des détails auxquels on ne pense pas trop, mais qui font toute la différence. Mais tu peux aussi freiner plus fort, jusqu'à ce que ça fasse un bruit, et que la voiture se soulève. Si tu y vas trop fort, tu peux abîmer tes freins. Je suis contente de les avoir avec moi. Tous les pilotes ne sont pas aussi partageurs. C'est bon? Alors, je vais pas mentir, hein, on commence à avoir un petit peu la pression qui arrive, mais c'est une bonne pression. Parce que le timing, là, maintenant, commence à de plus en plus se rapprocher. La job list est quand même toujours là. Et il faut que maintenant, elle rentre dans un timing qui est de plus en plus court. Mais on le savait. On s'approche de la compétition, c'est la partie qu'on aime tous. Les essais, c'est intéressant, c'est bien beau, mais la réalité, c'est en course. Ce que j'espère, c'est que ce sera une séance où ça roule, quoi. Où on ne parle pas de panne mécanique, de machin, etc. Parce que c'est le dernier roulage avant la course. Donc, les problèmes qu'on a eus sur les séances d'avant, OK, on les a, on les comprend, on sait pourquoi. Nous, on espère à chaque fois qu'à la suivante, ça sera résolu. Seb, comment tu le sens là, là, ça va, il vient d'arriver, mais... Ouais, mais il se sent concentré quand même. Enfin, il a des questions qui... Tu sens que... Ouais, hein? Ouais. Non, je peux pas dire qu'il est en confiance. On rentre dans un truc où tu veux pas trop jouer avec les nouveautés. Tu règles les trucs que tu as besoin vraiment de régler. Et le reste, c'est d'accumuler des kilomètres pour savoir que tu es dans un bon état pour faire un Dakar. Entre le dernier point et l'arrivée à Yasmina, qu'il avait une fente pour le chameau, et qui prend le pont en droite, ça c'est pas possible. Alors, je ne vais pas changer le retour, mais je vais te donner une trace qui t'amène le dernier pont de dune jusqu'à Yasmina.
Alors, la grande nouveauté, c'est qu'il a plu. Et c'est qu'il n'a pas fait que pleuvoir. Il a énormément plu, ça a détrompé les sols et on a beaucoup d'eau. Et donc, rencontrer ces conditions-là, c'est-à-dire du sable qui est compacté par l'eau sur un terrain qui est beaucoup plus dur qu'on a rencontré jusqu'à maintenant, va forcément nous mettre face à de nouvelles difficultés. Est-ce que le sable ne va pas trop compacter des éléments d'étanchéité de la voiture? Est-ce que ça ne va pas nous créer des nouvelles pannes? Et si ça nous crée des nouvelles pannes, on a une semaine du rallye du Maroc. Donc, en fait, au niveau de la voiture, on est prêt. Elle est prête à rencontrer les conditions qu'on a rencontrées jusqu'à maintenant, mais on n'est pas prêt à rencontrer les nouvelles conditions. Quand le terrain est très boueux, il faut garder un œil sur la température du liquide de refroidissement. Il y aura une alarme de toute façon. On a avancé, on s'est aperçu qu'en effet, il y avait un problème de fiabilité sur les fans, ce qu'on appelle les ventilateurs en français, excusez-moi, je cherchais le mot. Donc on a travaillé sur ce problème de fiabilité avec le fournisseur, donc ça c'est OK. Tout le système de cooling a quand même été revu. On a apporté de l'isolant sur des pièces maîtresses qui apportent beaucoup de chaleur dans l'habitacle. On a mis des ouvertures sur la voiture, donc on a coupé des petits bouts de carrosserie un peu de partout. Donc voilà, ça a été fait en temps record, 3 semaines. J'ai besoin que vous vérifiez que la configuration rallye est exactement conforme à vos attentes. Évidemment, il peut y avoir de petites différences entre cette voiture et la vôtre. Mais vérifiez que vous êtes content du résultat, ou en tout cas, que vous êtes satisfait. Vous savez que ça vous convient, que tous les accessoires et tous les outils sont identifiés et à portée de vos mains, que vous êtes à l'aise. On est dans la phase où on est à une semaine de prendre le départ. Donc là, on est dans la phase où il y a la pression qui monte, l'envie de bien faire. On a pris du retard pour ça. Donc cette phase-là, elle est normale et on la vise tous et je vais pas te mentir, je la vis pareil. Mais il faut que ça lance, il faut que ça lance, il faut que ça part. On est toujours confiant, mais on sait très bien que tant qu'on n'a pas fait les premières courses, il ne faut pas être trop confiant. C'est ça l'intérêt pour nous de faire le Rallye du Maroc. Le Rallye du Maroc, c'est une préparation pour le Dakar 2025. Et forcément, la course à gagner, c'est le Dakar. Ça a été un rallye difficile pour nous, mais on est vraiment content d'y participer et on est en bonne posture. On est content. On est plutôt content que la voiture ait bien marché pendant le rallye. On a vu qu'en perco c'était bien. On a mis le doigt sur quelques sujets qu'on connaissait déjà, mais qui finalement sont bien passés ici. Et puis là, il reste une spéciale. On est 4e. Le podium est encore jouable, donc il va falloir y aller. La voiture a montré qu'elle était fiable, performante. Donc maintenant, c'est à nous de faire le dernier morceau, mais... Il y a un enjeu. Un petit peu quand même. Enfin, on a un rallye, on a le premier podium pour Dacia, potentiellement la première victoire. Puis évidemment, le championnat du monde. Donc, oui, il y a de l'enjeu. Ouais. Alors, on a gagné, mais on n'a pas fait que gagner, on est 2e et on attend Christina. C'est fantastique pour l'équipe. On ne s'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière. Ne serait-ce qu'être là, avec les 3 voitures prêtes, c'est déjà une victoire. Et alors, amener les 2 sur le podium, c'est ça, ouais, vraiment, pour l'équipe, c'est fantastique. C'est la juste récompense de tout leur travail.
Cette victoire est très significative. On est venu avec une nouvelle voiture, la Dacia Sandrider. On a gagné après avoir pris la tête dès le début. On finit premier et deuxième. Et d'avoir le titre de champion du monde, ça nous rend vraiment heureux. Merci à toute l'équipe qui est derrière moi, parce qu'on a travaillé très dur tout l'été pour arriver à ce résultat. Je suis fier de cette équipe. C'est surtout ça vient remercier tout ce qui s'est passé derrière. Mais il ne faut pas oublier que devant, on a un énorme chapitre devant nous et il ne faut pas négliger les semaines qui vont venir parce que ça va être crucial pour le bon déroulement du Dakar. Et même si on gagne, on est arrivé pas très serein. Donc voilà, il faut faire le job là jusqu'au bout. Et maintenant, on a remis un coup de boost à tout le monde, je crois. C'est une belle victoire et on en avait besoin. Le reste du rallye a été difficile pour nous. On a fini 5e. C'est le mieux qu'on pouvait espérer. La prochaine étape est de se préparer pour le Dakar dans 2 mois et de reproduire l'exploit au Dakar.